Les questions qui se posent sont nombreuses et le débat ne nous a pas paru aussi simple qu'il en a l'air. Il ne s'agit pas pour nous simplement de savoir s'il faut laisser prospérer les formes flagrantes de désinformation ou de mésinformation, s'il est légitime de les contrer, de les anticiper et de les prévenir. La question porte plus fondamentalement sur la matière dont les citoyens s'informent et se construisent leur propre avis, à commencer par nos concitoyens les plus jeunes. Doit-on leur suggérer certaines sources d'information? Doit-on en interdire d'autres? À quel point l'information qui est présentée au public doit être vérifiée? Et surtout, est-ce qu'il est légitime de dire ce qui est vrai et faux dans une société démocratique? Ces questions nous donnent un aperçu, un avant-goût des problématiques qui seront discutées aujourd'hui et dont Irina vous a fait la présentation. Et au-delà, bien évidemment, se pose la question de la forme future que prendra l'espace de liberté d'expression et d'information en Europe. Existera-t-il? Existe-t-il déjà? Assiste-t-on à l'émergence d'un journalisme européen? Et si oui, sous quelle forme et avec quelles règles du jeu? Aucune société n'est épargnée par la désinformation et la mésinformation. La France s'interroge en ce moment sur les outils de protection et suite à de graves accusations, à de fausses accusations de crimes de guerre qui auraient été commis par les soldats français au Mali, dans un contexte de renversement du gouvernement et de présence des troupes de la compagnie militaire privée russe Wagner, le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères français a annoncé en octobre qu'il renforcera ses effectifs et ses budgets autour d'une unité d'information en ligne afin de mieux défendre des fausses accusations qui peuvent être portées. Il a également lancé un podcast, Sources diplomatiques, accessible en ligne, sur YouTube notamment, qui traite directement des sujets de désinformation, de réécriture de l'histoire concernant le conflit en cours. À l'Institut français de Bulgarie, comme je vous l'ai dit, nous proposons une série d'événements sur ces questions et la prochaine étape sera la venue du célèbre dessinateur et caricaturiste Plantu avec une exposition de ses planches sur la place Slaveykov et une série de débats qui seront organisés à l'Institut. Voilà les questions que nous nous sommes posées pour organiser ce débat. Et je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui ont été présentés par Irina. Et j'espère que nous aurons un débat très animé aujourd'hui dans la salle. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Colliot. Nicolas Miladinov, qui représente la Commission européenne, commence à travailler sérieusement sur les garanties de la liberté des médias et donc de proposer une législation qui permettrait de régler un certain nombre de problèmes qui apparaissent dans les pays de l'Europe centrale et orientale, dans des pays comme la Pologne, et la Bulgarie est également concernée puisque on sait très bien que notre pays n'a pas la réputation d'un pays dans lequel, effectivement, les libertés des médias sont garanties. Certes, nous avons fait quelques pas en avant dans le classement de l'organisation Reporters sans frontières avec son siège à Paris. Donc, en fait, pourquoi la Commission européenne essaie donc de focaliser ses efforts sur la liberté des médias et la législation qui la concerne. Donc très rapidement, Nicolas Miladinov va passer en revue les principaux aspects. À la Maison de l'Europe, уважаеми дами и господа, ваши превъзходители. Mesdames et messieurs, vos excellences, chers amis, je vous remercie d'être là, à la Maison de l'Europe. Bien sûr, je remercie l'Institut français de Bulgarie ainsi que nos amis de l'ambassade de France en Bulgarie. Je les remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné la possibilité de faire cette présentation. Donc, présenter cette première législation, toute première législation européenne sur la liberté des médias. Permettez-moi de préciser que ce projet de loi
ne porte pas entièrement sur la lutte contre la désinformation. Il y a beaucoup d'autres démarches qui ont été entreprises par tous les pays en ce qui concerne donc la lutte contre la désinformation. Mais en ce qui concerne donc les médias professionnels indépendants représentent donc l'antidote qui permet de lutter contre la désinformation et font partie du problème que nous avons tous à régler. Donc, je voudrais demander à mes collègues de changer les diapos. Donc, commençons par le fait qu'au cours de ces dernières années, il y avait beaucoup de critiques venant de partout, des critiques à l'égard de la Commission européenne et de l'Union européenne, sont lesquelles ces actions ou son manque d'action concernant donc le pluralisme des médias, la liberté de la parole. Certains disaient que la Commission ne faisait rien, l'autre disait qu'elle se permettait donc de l'ingérence dans les affaires internes des pays membres. Et ensuite est arrivée donc la présidente von der Leyen. Elle a promis donc un plan d'action pour la démocratie européenne. Et l'année suivante, elle a dit qu'elle proposerait donc une législation européenne sur la liberté des médias. À l'échelle mondiale, donc l'Union européenne... Pardon, est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Donc à l'échelle européenne, l'Union européenne continue à être une sorte de forteresse donc de la liberté des médias, mais on est loin de la perfection. Dans différents rapports que vous voyez ici, par exemple celui de Reporters sans frontières, ou donc le suivi du pluralisme des médias, eh bien, constate donc des tendances de plus en plus inquiétantes, meurtre de journalistes, de l'autocensure, le licenciement de journalistes pas très sages, donc concentration des médias. Et ça nous a permis donc de déboucher cette première initiative. Et là, je voudrais souligner le fait que la raison pour laquelle l'Union européenne a décidé de réguler pour la première fois dans son histoire le secteur des médias, il le fait non pas parce qu'il veut contrôler l'information, parce que c'est ça aujourd'hui le sujet de notre discussion, mais c'est pour surtout protéger le droit des journalistes et des médias de bénéficier d'indépendance éditoriale. Et donc, c'est l'indépendance le mot-clé aujourd'hui. Donc, il s'agit de protection des médias dans deux sens. Tout d'abord, protection contre la pression des corporations et des entreprises, et puis également protection contre la soumission financière. Donc, tout d'abord, il s'agit donc de se protéger contre la pression politique. Pour la première fois, on dit que les gouvernements ou d'autres autorités publiques ne peuvent pas intervenir dans les décisions éditoriales. Donc, on ne peut pas arrêter les journalistes, les suivre, par exemple, ou de perquisitionner leur domicile, tout simplement parce que les journalistes ne veulent pas divulguer leurs sources. Donc, les pouvoirs politiques peuvent bien sûr exercer de la pression sur les médias en utilisant la force, par exemple les services de renseignement de chaque pays, mais ceux-ci n'auront plus donc le droit d'utiliser des logiciels espions contre les journalistes. On se souvient de l'affaire Pégase très récemment. Alors, bien sûr, il faut que les médias de service public soient indépendants. Et donc là, nous avons des représentants des médias publics. J'ai vu le directeur général de la radio nationale bulgare et peut-être pour vous ce sera très intéressant. Donc les hommes politiques ne doivent pas décider de nomination dans les médias publics. Donc il faut mettre en place des procédures très claires qui permettent donc de nommer ou de licencier donc les membres des conseils d'administration des médias du service public. Le mandat de leurs dirigeants doit être suffisamment long pour que l'indépendance soit garantie et qu'elle soit effective. Ensuite, se mettre en place des tests de pluralisme des médias, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, ça, c'est une mesure de lutte contre la pression des entreprises. Vous savez très bien que certains hommes d'affaires assez riches peuvent effectivement faire leur marché et donc faire l'acquisition d'un certain nombre de médias, ce qui pourrait effectivement déboucher sur la tentation donc d'imposer les intérêts des entreprises aux médias.
Et là, il est question de contrôler un petit peu plus, donc en fait envisager donc la concentration des médias, non seulement d'un point de vue commercial ou économique, mais il faut également analyser la situation et voir si ça débouche sur une pression sur les rédacteurs en chef. Et les autorités régulatrices nationales ne pourront plus agir toutes seules. Il faudra qu'elles tiennent compte des avis de la Commission européenne et également de l'avis d'un nouvel organisme européen dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, le deuxième aspect, comment garantir donc l'indépendance financière. Là encore, s'il vous plaît, la diapo. Donc, tout d'abord, très souvent, on a critiqué certaines institutions publiques. Donc, on les accuse de payer donc, la publicité uniquement à certains médias privés aux dépens d'autres médias concurrents qui sont, par exemple, critiques à l'égard du gouvernement. Donc, pour éviter effectivement ce système de subvention dissimulé, les États seront obligés de publier donc les données concernant les bénéficiaires de publicité d'État sur les sommes dépensées. Et il faudra donc avoir accès aux informations sous forme électronique. À part donc les décisions de nomination, les pouvoirs publics pourraient imposer la censure dans les médias du secteur public. Aucun média de service public ne doit se transformer en instrument de propagande pour tel ou tel parti politique. C'est pour ça que la législation veut que le financement de l'État englobe un certain nombre d'années pour éviter effectivement donc une influence politique. Ensuite, donc un marché unique européen, donc marché européen des médias sans frontières. Donc cette législation pousse à la réforme sur le marché européen des médias pour qu'il devienne effectivement unique. Donc il ne s'agit pas seulement de rémunérer comme il se doit les journalistes. Vous savez que c'est de plus en plus difficile en ce XXIe siècle, qui est si numérique, dominé par les technologies. Nous avons 27 marchés des médias distincts. Vous avez donc 27 manières de traiter les problèmes liés qui sont donc liés au monopole, à la concurrence, au financement, etc. Et donc cette législation oblige les régulateurs à se coordonner entre eux quand ils décident de régler des problèmes relevant du marché. Donc ça permettra donc de favoriser la coopération transnationale et ça leur donnera la possibilité d'attirer de nouveaux annonceurs et de nouveaux investissements. Donc en fait, effectivement, on peut dépasser les frontières de son pays pour avoir accès à des recettes en provenant de publicité. Et non dernier lieu, donc on a besoin donc d'une méthodologie qui permettrait de mesurer l'audience. Voilà, parce que vous savez que ça permet aux annonceurs de décider vers quels médias orienter leurs moyens. C'est la raison pour laquelle donc les agences qui mesurent donc l'audience vont mettre à la disposition des médias et des annonceurs donc des informations très complètes concernant donc leur système de mesure de l'audience. Et puis, autre chose, en fait, cette législation permet donc de voir quel est le profit net donc pour les médias. Parce que effectivement, pour la première année après donc de l'entrée en vigueur de cette législation, donc il va y avoir une augmentation des recettes. Donc là, il est question également donc, de la protection des contenus médiatiques en ligne. Donc là, il va y avoir plus de recettes pour les médias grâce au marché numérique. Donc les médias sociaux où nous sommes tous les jours et nous cherchons de l'information. Donc là, nous avons le droit d'y trouver donc, des contenus professionnels. Parfois, les algorithmes qui sont autorisés ou pour d'autres raisons, les grandes plateformes en ligne donc suppriment donc le contenu journalistique sans savoir pourquoi. Maintenant, cette loi va les obliger à argumenter leur choix, à prévenir donc les rédactions concernant donc la mise en ligne de tel ou tel contenu. Donc là, je vais passer sous silence un certain nombre de choses parce que le temps presse.
Alors, qui c'est qui va contrôler tout cela? Donc, vous avez donc un Conseil européen de services de médias. Ce ne sera pas le gendarme européen qui contrôlera le secteur des médias. Donc, vous voyez, le Conseil il va succéder au groupe des régulateurs européens sur les services de médias audiovisuels, auquel participe également le Conseil des médias électroniques bulgare. Donc ce sera un organisme qui sera totalement indépendant et qui prendra ses distances par rapport à tous les gouvernements, institutions, etc. Donc chaque pays membre pourra désigner des représentants au sein du Conseil et la prise de décision se fera à la majorité représentant les 2/3 des membres. Et donc là, vous voyez quelles sont les principales activités qui sont prévues pour ce Conseil européen. Pour l'essentiel, ce Conseil va avoir donc un rôle consultatif. Donc, il va donner des avis concernant les aspects techniques, pratiques et réglementaires de la régulation des médias dans chaque pays. Et ça a également donc aidé notre travail, celui de la Commission européenne. Nous aussi, nous pourrons donc effectivement donner des avis concernant certains cas concrets. Et en ce qui concerne donc l'événement d'aujourd'hui, ce Conseil sera une sorte de médiateur entre les plateformes en ligne et donc le secteur des médias pour régler les problèmes liés donc à l'accès au contenu médiatique. Et donc là, il est question de toutes les plateformes comme Twitter, Facebook, etc., qui effectivement devront respecter un code de déontologie. Et pour finir, donc ce projet de loi donc en fait détaille les obligations des États et des autorités publiques, mais maintenant il faut voir quelles sont les obligations des médias. Donc vous avez une contrainte juridique qui est la suivante, la transparence de la propriété. Donc en fait, dans le projet de loi, il n'y a pas de règles ou de contraintes concernant donc le propriétaire des médias, qui a le droit de posséder tel ou tel média. Là, l'Union européenne ne va pas intervenir. Mais en fait, les entités qui proposent donc des contenus devront être parfaitement transparentes devant leurs concitoyens, devront publier les noms de leurs propriétés réelles, donc leurs propriétés directes ou indirectes, avec les différentes participations et qui sont donc en mesure d'exercer une influence sur leur travail, sur la prise de décision stratégique. Et là, il faut que je souligne le fait que l'Union européenne ne va pas intervenir au niveau de l'organisation interne des médias. Et donc, il y a juste un certain nombre de recommandations concernant donc un certain nombre de mesures pour chaque média. Il faut que le secteur essaye effectivement de lutter contre les sanctions aléatoires ou contre les licenciements aléatoires qui, par exemple, refusent donc d'exécuter telle ou telle décision de la direction, tout simplement parce que c'est contraire à leur éthique. Et je voudrais donc vous remercier pour votre attention et je suis très content que ce débat puisse donc avoir lieu aujourd'hui car effectivement c'est très important et vous avez donc un certain nombre de textes qui vont être votés par le Parlement européen et par le Conseil des ministres. Нека само да помоля да сменим местата между господин Пьер Колио, господин... Monsieur Miladanov reste dans la salle, Monsieur Colliot aussi, mais j'invite les autres intervenants à la discussion, Jean Quatremer, Olga Yourova et Ralitza Kovacheva. Alors, quel est le présent du journalisme en Europe? Quel est son avenir que nous pouvons imaginer? De quoi parle cette intention législative de la Commission européenne? Parce qu'une telle proposition législative essaie de résoudre des problèmes, puisqu'on parle de défense de la pression politique et corporative, de la défense de l'espionnage des journalistes, etc. On parle de protection des médias, de l'indépendance
l'indépendance des médias de leurs propriétaires. Donc ça veut dire que tous ces problèmes sont déjà en scène en ce moment, puisque dans cette législation, on mentionne la nécessité de l'intermédiation entre les différents médias sociaux et le respect du code éthique, par rapport à la désinformation. Donc ça signifie qu'il y a un problème informant qui est lié à la désinformation. Des problèmes encore plus graves deviennent encore plus graves en situation de guerre, que ce soit en Europe ou aux portes de l'Europe, et cela fera l'objet de la discussion ici. Depuis le 24 février 2022, c'est ce qui se passe en Europe, parce que la Russie a attaquer un État souverain, notamment l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qui nous inquiète en tant que journalistes? Est-ce que le temps est venu de dire adieu à la figure du journaliste, du reporter, et de le remplacer par la figure du fact-checker, du vérificateur des faits? Quel est cet être du fact-checker? Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Voilà un peu une partie des problèmes sur lesquels on va discuter aujourd'hui. Parce que si depuis le 24 février 2022, le monde et l'Europe ont rencontré la guerre, une guerre qui n'était pas là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est venu depuis la crise du Covid. Donc, jusqu'à quel point les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés à l'information et la désinformation? Voyons-nous des solutions à ces problèmes? Donc, ma première question aux intervenants, c'est: où est caché le problème le plus grave? Et est-ce qu'on cherche à lui apporter une solution par la législation européenne? Je passe d'abord la parole à Olga Yurkova de l'Ukraine, rédactrice en chef de Stop Fake, cette plateforme. Donc, je vous compatis pour tout ce qui se passe en Ukraine par rapport aux attaques russes contre les infrastructures ukrainiennes en énergie. Il y a eu aussi beaucoup de victimes au sein de la population civile, y compris un nourrisson dans une maternité ukrainienne. Donc, comment, à travers votre prisme ukrainienne, on regarde, on voit ce que fait l'Europe et par rapport à la liberté de l'expression en Europe? Je suis honorée de parler devant cet auditoire. Je pense que cette législation vient à point nommé, vraiment. La question qui se pose devant le monde entier, et notamment cette question que j'étudie depuis beaucoup d'années, et personne ne sait encore quelles sont les actions les plus adaptées et quelles sont celles qu'il faut prendre. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent. Et je pense que nous devons partir de quelque part. La liberté d'expression est extrêmement importante, mais il y a aussi des mesures urgentes qu'il faut prendre parce que la désinformation est une sorte d'arme militaire et elle aide en quelque sorte les actions militaires. Et il est très important donc de diriger nos efforts contre ce phénomène. Comment vous appelez-vous? Enfin, des journalistes et des fact-checkers. On parle de journalistes, mais le projet sur lequel je travaille depuis 8 ans, depuis 2014, lorsque les soldats russes ont envahi la Crimée, donc on les appelait des gens très bienveillants. Les autres les appelaient les petits bonhommes verts,
Voilà donc les fausses nouvelles sur l'Ukraine qui ont envahi l'espace médiatique et ils étaient propagés par nos collègues, entre guillemets, des journalistes, entre guillemets. À ce moment-là, je travaillais déjà depuis 15 ans comme journaliste. Et je pense que la vérification des faits est un aspect très important du travail de chaque journaliste. Elle fait partie du travail du journaliste. Donc, j'appelle ça des journalistes et non seulement des vérificateurs de faits, mais la vérification des faits, c'est un aspect, un genre du journalisme qui est très important. Et il y a des journalistes qui ne font pas ça de manière si approfondie. Et pour eux, bon, c'est quelque chose d'habituel. Alors maintenant, je m'adresse à Ralica Kovacheva, rédactrice en chef de la première plateforme CheckBG de vérification des faits. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux figures, le journaliste et le vérificateur des faits, le fact-checker? Et pensez-vous, Ralica, que la désinformation est le problème clé devant lequel les journalistes sont amenés sont confrontés? Merci Irina, merci d'avoir été invitée à prendre part à cet événement lors duquel je peux rencontrer des collègues intéressants et on peut échanger des idées. Je vais un peu inverser l'ordre de tes questions parce que ce qui me semble extrêmement important, c'est que pendant que nous essayons de voir les problèmes de la désinformation, nous perdons de vue la forêt. Et la forêt, c'est lié à la circonstance que les journalistes et les médias n'existent pas dans le vide, dans une sorte d'univers vide. Ils font partie de milieux nationaux, publics, etc. Même si j'ai fourni beaucoup d'efforts pour accélérer le processus d'européisation au sein des médias en Bulgarie, il reste toujours quand même, comment dire, enraciné profondément dans le national. Pourquoi je dis ça? Parce que pour que les médias puissent travailler normalement dans tous ces domaines, publics, nationaux, etc., il faut qu'il y ait un consensus des valeurs au sein duquel travaillent les médias. Il faut que les sociétés aient une idée claire, une idée générale sur le bien et le mal, sur ce que nous soutenons et contre quoi nous nous dressons. Et ça, comme vous voyez, dans la société bulgare, n'est pas encore en présence. Tant la pandémie nous l'a montré que la guerre en Ukraine. Il arrive très souvent que nous essayons de dire qu'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas avoir un autre point de vue. Donc, nous sommes confrontés à la réplique, mais comment vous voulez soumettre la censure et nous faire revenir à l'époque où il y avait des censures, la censure et l'autocensure? Alors, je me demande, quelle est cette chose contre laquelle personne ne pourra dire rien? La semaine dernière, nous avons été témoins à l'idée que pendant 10 jours, toute la Bulgarie cherchait un enfant qui avait disparu. Beaucoup de problèmes ont été créés, mais pas un seul média, pas un seul journaliste n'a invité sur son plateau quelqu'un pour dire l'autre point de vue qui pourra dire ce n'est pas important. Que l'enfant sera trouvé. Non, voilà un exemple pour dire que la base des valeurs est claire, la perspective est claire. Et donc, c'est à partir de là qu'on pourra discuter sur toutes les questions et qu'il n'y aura pas des pour et des contre et des positions alternatives. Donc, vous voyez à quel point nous sommes confrontés à des empêchements. Donc, des décisions que prend l'État sont peuvent être difficiles à prendre. Par rapport à la question d'Irina, les organisations de vérification des faits et ces plateformes sont apparues
comme une sorte de comme les médicaments qui sont apparus lors de la pandémie du Covid, comme des sortes de palliatifs, parce qu'on a vu que les médias, dans leur état actuel, n'arrivent pas à apporter des solutions au problème de la désinformation. Il y a des médias qui ne veulent pas apporter des solutions, d'autres qui participent à la désinformation. J'ai toujours dit de manière publique qu'il ne faut pas que cette activité soit en dehors des rédactions. Il faut qu'elle soit inhérente au travail des journalistes et au processus de journalisme. Et en fin de compte, cette idée, cette approche théorique n'arrive pas à tenir le haut du pavé. Nous avons créé des choses provoquées par rapport, par exemple, à la pandémie. Alors, il faut faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je m'appelle journaliste. Merci, Ralitza. Jean Quatremer, il est l'europhile important et c'est aussi le critique du wrongdoings dans le domaine des institutions, y compris les institutions européennes. Il a remporté des prix pour des enquêtes journalistiques qu'il a menées liées à l'histoire de la Commission européenne et à différents personnages de la Commission. Jean, est-il possible qu'il n'y ait pas d'horizon supranational, général pour le journalisme, pour les journalistes? Et faut-il rester dans nos cadres journalistes? Par exemple, le journalisme français, le journalisme bulgare. Est-ce qu'il y a un tel animal, entre guillemets, comme journalisme européen? Revenir quand même sur le problème du fact-checking. Pourquoi est-ce qu'il y a du fact-checking? Parce que les journalistes ont échoué. C'est aussi simple que ça. Dans la Grèce antique, lorsque la démocratie ne fonctionnait plus ou était face à une crise, eh bien, on désignait un dictateur. Eh bien, le journalisme en est là. 99% des journalistes, je dirais même après 40 ans d'expérience, 99,99% des journalistes ont échoué. Parce que c'est à eux de vérifier les faits. C'est à eux de mener une enquête. Et le problème, pour moi, du fact-checking, c'est qu'il laisse à penser qu'il y a une vérité. Et je pense que c'est aussi dangereux de faire penser aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs qu'il n'y a qu'une vérité. C'est pas vrai. Même scientifiquement, il n'y a pas une vérité. Je suis désolé de vous le dire. La démocratie nécessite un débat. Et c'est de ce débat, où la science nécessite un débat, et c'est de ce débat que peut naître une vérité, mais qui n'est pas une vérité intangible. Ce n'est pas Dieu qui est révélé, qui descend de la montagne. Un exemple scientifique. Au XIXe siècle, un certain médecin autrichien, Semmelweis, découvre le lien entre le fait que des chirurgiens dissèquent des cadavres, puis ensuite vont accoucher des femmes qui meurent de la fièvre purpurale. Alors, ça veut dire elle mourrait, voilà, elle mourrait automatiquement. Et il se dit, peut-être que c'est parce qu'il faut se laver les mains entre la dissection et le moment où on va opérer, on va faire accoucher une femme. Pendant 70 ans, la quasi-totalité des médecins de l'académie ont dit que Semmelweis était fou, qu'il n'y avait aucun lien entre la dissection ou la propreté des mains et le fait que les femmes mouraient en couche. Semmelweis est mort fou, pauvre, isolé. Aujourd'hui, ça vous paraît complètement délirant. Ça vous paraît incroyable qu'on ait pu penser qu'effectivement, il n'était pas nécessaire pour un médecin de se laver les mains. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Eh bien, ça a été comme ça. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas une vérité. Et moi, je trouve que dans le fact-checking, il y a cette idée qu'il y aurait une vérité cachée et qu'on va la révéler.
Et je ne le pense pas. Je pense que nous, notre travail de journaliste, c'est de mener une enquête. Et comme journaliste, on part d'un point de vue. Moi, quand je mène une enquête, je pars d'un point de vue, je suis français, européen, pro-européen, je le dis à tout le monde, je suis fédéraliste européen, mais je vais quand même montrer que quelque chose ne va pas dans la façon dont on fait l'Europe. Voilà. Qu'il y a des fraudeurs au sein de l'Union européenne, des gens qui gagnent des fortunes et qui ne travaillent pas, des gens qui pillent l'argent européen, des gens qui n'ont aucune éthique, etc. C'est mon travail. Mais ça ne veut pas dire, je ne suis pas un juge d'instruction. Je ne vais pas vous révéler, peut-être que le juge qui interviendra après moi va dire, peut-être que c'est moralement scandaleux ce que Jean Quatremer a trouvé, mais légalement, ça n'est pas punissable. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de vérité, encore une fois. Nous, notre travail, c'est de dire, voilà, il s'est passé ça, comment on peut l'interpréter? Parce que c'est une interprétation des faits, toujours, le journalisme. C'est une interprétation des faits. Et donc on doit simplement donner les différentes versions possibles et mener de notre point de vue. Nous, ce que l'on doit à nos lecteurs, c'est quoi? C'est pas l'objectivité. Ça n'existe pas. Je connais aucun être humain objectif. Aucun. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. On doit l'honnêteté à nos journalistes, à nos lecteurs. C'est-à-dire, on doit dire d'où on parle, comment on a travaillé et livrer les résultats de nos recherches. C'est l'honnêteté qui compte, c'est pas l'objectivité. Donc, quand vous avez des journalistes, entre guillemets, qui vous présentent des faits comme étant la vérité vraie, la vérité révélée, c'est comme ça et pas autrement, qui sont généralement branchés directement sur le pouvoir politique. Parce qu'il ne faut pas rêver dans ce milieu. Vous savez, la plupart des journalistes ont des intérêts. La plupart des journalistes, comment dire, quand ils n'ont pas d'intérêt, ils ont des lâchetés. Voilà. Pourquoi déplaire? Parce que quand vous déplaisez comme journaliste, vous ne faites pas carrière. Je vous le dis tout de suite. Hein. Quand vous plaisez, vous avez une chance de faire carrière. Donc, le problème fondamental des journalistes, c'est, pour moi, c'est véritablement qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis de leurs lecteurs, ils ne disent pas d'où ils parlent et n'enquêtent pas. Notre but, ce n'est pas de commenter ce qui se passe, c'est d'enquêter. C'est ça notre travail fondamental. Добре. Дали Ралица или Олга искат? Est-ce que Ralitza ou Olga veulent répliquer? Donc c'est une question d'interprétation. La vérité, c'est une question d'interprétation. Oui, en ce qui me concerne, ce qui est très important, c'est de faire une différence entre les faits et les points de vue, les interprétations. Bien sûr que c'est très important. Ce que vous dites de manière officielle et ce que vous dites officieusement entre personnes, ce sont deux choses complètement différentes. Il y a des personnes qui considèrent que leur point de vue est un fait avéré. Oui, peut-être qu'il repose sur certains faits. Il faut respecter ça. Mais il y a aussi d'autres points de vue qui ne reposent pas sur les faits. Donc, les faits ne doivent pas être interprétés de manière erronée. Donc, en fait, envisager les choses d'une manière très concrète. La vérité, les faits et le point de vue. De quel fait s'agit-il? Peu importe, mais l'important, c'est donc de faire la distinction entre faits et point de vue. Bien sûr, il y a des suppositions comme quoi, effectivement, la vérité se situe quelque part entre les faits et le point de vue. Peut-être le point de vue d'un journaliste est entièrement erroné, donc c'est tout simplement son point de vue personnel. C'est quoi le journalisme?
celui-ci doit être donc un journalisme d'investigation. Et le journaliste d'investigation est le vrai journaliste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue dit. Oui, il faut être parfaitement honnête à l'égard donc de nos publics. Il faut que nous procédions à des enquêtes, des investigations. Il faut que nous rassemblions tous les faits. Nous pouvons donc évidemment en donner notre interprétation et sans cacher quel est notre point de départ. Vous avez dit que vous êtes un Français pro-européen. Et voilà, ça, c'est votre point de vue. Et je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes en France aussi. Ça arrive souvent en Bulgarie. Souvent, donc, la prétention d'objectivité que vous avez évoquée, donc, elle dissimule, donc, en fait, le point de départ, qui je suis et de quel point de vue je voudrais m'exprimer. Autre chose qui est souvent passée sous silence, c'est l'enquête, l'investigation, le fait donc de collecter les faits nécessaires. Vous êtes d'accord que le journalisme en tant que métier essaie de faire une chose très simple, comprendre ce qui s'est passé. Ça, ce sont les faits dans notre métier. Est-il arrivé quelque chose ou pas? Quelqu'un a-t-il dit quelque chose ou pas? C'est ce que nous devons constater. Nous devons constater ce fait-là. Et lorsque l'enquête n'a pas été faite, et lorsque le journalisme, c'est juste un échange donc de paroles, de points de vue, de choses qui sont présentées comme des faits, donc les gens ils perdent un petit peu le fil. Et c'est la même chose là en ce qui concerne donc la guerre en Ukraine. Donc, il y aurait eu des génocides au Donbass, que des Ukrainiens brûlaient donc des Bulgares. Mais ce sont donc des histoires qui sont racontées, qui ne reposent sur aucun fait précis. Voilà, ça représente donc effectivement des narrations très sensationnelles, mais elles ne reposent pas sur l'investigation, elles reposent sur la propagande. Jean Quatremer, donc si la vérité est une question d'interprétation, pouvons-nous dire qu'il n'y a aucune importance de savoir si c'est la Russie qui a donc attaqué l'Ukraine ou si c'est le contraire? Parce que si on regarde par exemple Russia Today, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui a attaqué la Russie, ou que donc ce que Poutine définit comme donc l'Occident collectif, donc ce monde il a attaqué donc le monde russe. Russie? Je plaisante. Comment dire, les premiers menteurs, les premiers manipulateurs, ce sont les États. Tous nos États. Démocratie, régime autoritaire, ils mentent. Ils mentent pas forcément méchamment, mais ils dissimulent une partie de la vérité. C'est la fonction même. Je veux dire, le pouvoir entraîne le mensonge. Sinon, en France, il n'y aurait pas d'enquête. On aurait un pouvoir parfait, on aurait des êtres parfaits qui dirigeraient un peuple parfait. Non, évidemment pas. Le mensonge est consubstantiel au pouvoir. Et les premiers menteurs, les premiers fournisseurs de fake news, ce sont les États. Ensuite, au second niveau, ce sont les journalistes qui relaient ces mensonges. Parce qu'il faut bien voir que si un État ment, dit par exemple, on va prendre l'exemple sur le Covid, les masques ne sont pas nécessaires. En France, on a eu le président de la République française qui vous a expliqué pendant 3 mois que les masques n'étaient pas nécessaires. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on n'en avait pas. Au lieu de dire « nous n'avons pas de masque, donc faites ce que vous pouvez, évitez de vous cracher au visage en vous parlant pour éviter d'avoir le Covid », non, ils ont choisi le mensonge. Ça ne sert à rien. Et tous ceux qui disaient « mais si, on a besoin d'un masque », étaient traités de menteurs et de fabriquer des fake news. J'ai entendu des ministres reprocher à des journalistes de fabriquer des fake news. C'est ça. Donc, il
faut quand même prendre le point de départ. Ceux qui fournissent des fake news, c'est pas le public, ce ne sont pas les citoyens. C'est pas vrai, ça. Ce sont l'État. L'État a menti, les journalistes ont couvert les mensonges, et certains journalistes ont dit qu'il y avait eu des mensonges. Une petite minorité ont dit qu'il y avait eu des mensonges. Et quand vous dites, non, non, là, il y a un mensonge, qu'est-ce qui se passe dans la presse? Je peux le dire, je suis bientôt à la retraite, j'en ai plus rien à faire. Tous mes chers collègues me disent, mais c'est lui qui ment, c'est lui qui dit des fake news. Parce que nous, on ne peut pas mentir puisqu'on dit ce que dit l'État. L'État, c'est le bien. La réalité, elle est là. Donc, il faut arrêter. Moi, ce que j'aime pas dans le mot fake news, c'est qu'on a l'impression que c'est le citoyen qui regarde les réseaux sociaux qui est responsable des fake news. Je veux dire, la première fake news, on peut dire, c'est Jules César avec la guerre des Gaules, qui raconte une campagne qui n'est pas réelle, il a menti, couvert ensuite par des historiens romains qui ont raconté, une campagne victorieuse quasiment sans mort. Je veux dire, c'est ça la réalité. Prenez tous les conflits dans le monde, ça a été la même chose. La Seconde Guerre mondiale, vous croyez que les Américains, ils ont bombardé uniquement des méchants nazis? Vous croyez qu'il n'y a pas eu de crime de guerre américain? Vous croyez vraiment que la bombe atomique sur Nagasaki et sur Hiroshima, deux villes où il n'y avait aucun objectif militaire, c'était justifié? Tout le monde a dit que c'était justifié. Personne ne s'est posé la moindre question. Tout le monde. Et nous, les journalistes de l'époque, moi je n'étais pas encore né, mais on a couvert cela. Donc, non mais j'insiste là-dessus parce que, franchement, aujourd'hui, on a le sentiment, vraiment, que la fake news, c'est nouveau. Ce sont les responsables, ce sont les citoyens qui se posent des questions sur ce que raconte leur État. Et nous avons démontré que les États mentent tout le temps, que ce sont des menteurs congénitaux. Donc évidemment, le citoyen, il est perdu. Il se dit, ben, si l'État ment, si les journalistes mentent, ben, je vais aller chercher la vérité chez un gourou sur Radio Sputnik, là, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, RT, là. RT, voilà. Je vais aller chercher la vérité ailleurs. Parce que, manifestement, tout le monde ment. Donc, dans nos démocraties, je termine juste là-dessus, mais dans nos démocraties, je veux dire, si nos démocraties s'étaient comportées de façon exemplaire, on n'aurait pas ce débat. Donc aujourd'hui, effectivement, les Russes mentent, les Russes font de la propagande. Mais nous-mêmes, nous faisons la même chose. Les Américains en Irak, ils ont attaqué de façon justifiée l'Irak, les Américains. C'était justifié, franchement. Ils nous ont raconté une histoire que tout le monde a cru, avec des armes de destruction massive, mais parce que c'était les Américains, on les a crus. Et aujourd'hui, on se retrouve pris à notre propre piège. On est pris à notre propre piège en disant « Ah ben oui, mais les Russes attaquent l'Ukraine, mais c'est pas justifié. Mais les Américains en Irak, c'était justifié. » Bon, je suis français, nous on était contre la guerre en Irak, donc là pour le coup, je suis très fier de mon gouvernement. Voilà. Mais globalement, tout le monde y a été. Tout le monde a été en Irak. Donc on a couvert des mensonges. C'est ça que je veux dire. C'est que comment se sortir de ce piège qui nous a été tendu par nos propres démocraties qui ont pratiqué le mensonge en permanence. Vous voyez, le mal, ce n'est pas que les Russes. Le mal, ce n'est pas que les méchants, je veux dire les méchants chinois, etc. Le mal, il est en nous. Обаче, Жан Катромер, има ли разлика? Oui, mais Jean Quatremer, quelle est la différence entre celui qui ment de manière plus tranquille, donc est-ce que c'est les régimes démocratiques ou ce sont les dictatures? Parce que peut-être nous ne pourrons pas toujours dire que tout est propagande ou une contre-propagande si effectivement nous avons donc les bons réflexes démocratiques au sein de nos sociétés et si donc les journalistes font leur travail. Donc en fait, il y a une différence entre la taille du mensonge quand on parle effectivement donc de cette invasion en Irak. Est-ce que ça justifie par exemple l'invasion injustifiée de la Russie? Est-ce qu'un mal justifie un autre mal? Ce qui est bien, ce qui est mal, je parle des fake news et de la méfiance des citoyens à l'égard du discours politico-médiatique. C'est tout ce que je dis. Voilà.
Nos États ont menti, nos États démocratiques qui sont censés garantir justement la recherche du vrai et du bon, ont tellement menti au cours des 50 dernières années que tout le monde se méfie d'eux et se méfie de nous qui n'avons pas fait notre travail. Je vous rappelle quand même que ces modèles de journalisme que sont les Américains, les donneurs de leçons universelles, Washington Post, le New York Times, etc., ils nous ont traînés, nous les Français, dans la boue, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'était, en disant que, parce que nous étions contre la guerre en Irak, que nous étions certains, nous, que les armes de destruction massive n'existaient pas en Irak, on s'est fait traiter quasiment de nazis par la presse américaine. C'était ça le réel. Les médias ont montré à ce moment-là qu'il n'était que la courroie de transmission du pouvoir politique. Alors que le New York Times, je vous dis encore une fois, passe son temps à donner des leçons de journalisme, des leçons de démocratie à la planète entière, dont la France, alors qu'ils ont été les menteurs et les fournisseurs des principales fake news. Pourquoi on a tant de mal aujourd'hui à expliquer en Afrique, exemple, on va continuer, en Afrique, expliquer que ce que fait la Russie en Ukraine est mal, alors que nous avons dit que ce qu'a fait l'Amérique en Irak est juste. Eh bien, je vous assure, je n'y arrive pas. Moi, je prends à Paris, vous prenez un taxi, c'est toujours conduit par un arabe, les taxis, un arabe ou un noir, en France, c'est toujours comme ça. Vous rentrez et vous dites « Ah, vous étiez à la télé, vous avez parlé de quoi ? De l'Ukraine. » Et aussitôt, 15 secondes après, c'est « Ouais, l'Ukraine, ouais, c'est quand même des nazis. » Mais non, c'est pas des nazis, les Ukrainiens. Si, c'est des nazis, et c'est les Américains qui ont voulu la guerre. Je dis, mais non, c'est pas les Américains qui ont voulu la guerre. Ouais, on les a bien vus en Irak. Et voilà. Vous voyez, vraiment, je le répète une nouvelle fois, le mal est dans nos propres démocraties. Nous sommes en train de tuer collectivement nos démocraties. Je suis en train d'écrire un livre, justement, sur la mort des démocraties. Parce que je pense que nous sommes en train d'assister à la mort de les démocraties. Et qui a tué la démocratie ? Ce sont les gouvernements et ce sont les citoyens qui se sont lassés, qui ne luttent plus pour conserver cette chose magnifique qu'est la démocratie. Et qui se disent, bah, après tout, un régime autoritaire, ça sera aussi bien que ce qu'on a actuellement au gouvernement. Добре, чухме тезата на Жан Катромер. Между другото, Donc, nous avons entendu donc le point de vue de Jean Quatremer. D'ailleurs, Donald Trump, l'ancien président américain, n'aime pas du tout Washington Post et New York Times. Il ne les aime pas du tout. Mais Jean Quatremer, ça ne veut pas dire qu'une personne comme vous qui critique donc ces médias américains, ça ne veut pas dire que vous pensez comme Donald Trump ou que vous êtes Donald Trump. Donc, je voudrais donner la parole à Ralica Kovacheva parce que la balle est dans notre camp. Nous avons effectivement des problèmes au sein de nos sociétés démocratiques, des problèmes de taille différente en fonction donc de l'histoire institutionnelle de nos démocraties. Est-ce que nous avons subi, par exemple, de longs régimes de dictature, parce que nous avons cette expérience en Bulgarie? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons donc faire renaître le réflexe journalistique? Dans quelle poche aller le chercher? Si, par exemple, nos médias pendant 45 ans étaient donc l'instrument de propagande du pouvoir communiste en Bulgarie, comment effectivement nous mettre dans cette position que vous évoquez, Jean Quatremer, donc la position de gens qui critiquent le pouvoir? Parce qu'effectivement, la vocation du journaliste, c'est d'être un watchdog au sein de sa société. D'où est-ce que ça doit venir, donc, le retour au réflexe journalistique? Alors, bon, ça, c'est un concept très américain, donc la mission watchdog. Mais je pense que M. Quatremer a clairement fait comprendre qu'en France, même si elle n'a pas l'expérience bulgare, qu'Irina vous avez évoquée, mais en France aussi, tout le monde ne critique pas le gouvernement. Donc, effectivement, il y a des médias qui sont proches des médias.
Et donc, en fait, on ne parle pas tellement de journalisme, mais plutôt de médias en tant que système médiatique. Mais je voudrais évoquer quelque chose de plus vaste, donc l'histoire de l'arbre et de la forêt. Donc cet ordre mondial dans lequel nous nous trouvons actuellement et qui parfois a l'air de se désagréger devant nos yeux, c'est un ordre mondial qui est relativement nouveau. Il a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces institutions sont là depuis l'après-guerre. Donc ces règles internationales, ce droit international qui définit nos vies, vu donc l'histoire très longue de l'humanité, ces quelques décennies représentent juste un clin d'œil. Donc ce serait un vrai miracle dans ce sens-là. Donc de faire mieux que nous ne faisons maintenant. Donc vivre dans des sociétés de type donc démocratie libérale, ça représente une expérience nouvelle, relativement nouvelle pour l'humanité. Et parlons pas donc de cette partie de l'Europe où nous nous trouvons actuellement. Pour vivre dans un tel type de société, il faut des efforts, il faut réfléchir, il faut assumer des responsabilités, des choses auxquelles les gens ne sont pas tellement, auxquelles les gens ne sont pas tellement attachés. Et quand on parle donc du gouvernement des médias, ça pullule d'humains. Ce ne sont pas des constructions virtuelles, abstraites. Et donc, au sein de tous ces mécanismes, de ce dispositif-là, vous avez effectivement l'envie d'être au sommet, d'être au pouvoir, d'exercer le contrôle. Voilà, chaque groupe humain au sein de la société poursuit ces objectifs-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'envie de dissimuler si tu as fait quelque chose de mal. Et évidemment, cela débouche sur tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais quelque part, en cours de route, à un moment donné d'ailleurs, on pensait qu'il y avait donc un contrôle mutuel. Voilà, par exemple, des investigations de type l'affaire Watergate, des journalistes qui disent la vérité, qui se prononcent sur des sujets extrêmement complexes, des sujets qui représentent un secret défense. Mais en fait, tout a commencé à devenir plus lent, plus difficile. Et le 11 septembre 2001, au milieu de l'horreur, et chose qui pourrait se répéter d'ailleurs, eh bien, les médias et le gouvernement, surtout aux États-Unis, en fait, ils ont délibérément choisi l'un des deux côtés de la barrière. Donc, ils ont renoncé délibérément à leur liberté et à leurs droits. Parce que la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme, tout ça, c'était important. Il y avait des journalistes qui, à l'époque, le disaient directement. Ça se passe en 2001, ce dont nous parlons. Entre 2001 et 2003, lorsque vous avez la guerre en Irak, vous avez un laps de temps très court où les médias se trouvent dans cet état particulier où ils se posent la question de savoir comment ils peuvent aider l'État. Et lorsqu'il y a donc les premières informations qui ont été exagérées, bien sûr, par l'administration américaine, d'ailleurs, ce n'est pas la rhétorique et les arguments des Américains au sein de l'ONU. Au sein de l'ONU, ils sont beaucoup plus réservés. Et donc, à cette époque-là, la plupart des médias, évidemment, soutenaient cette rhétorique, y compris la Grande-Bretagne. Là aussi, le gouvernement soutenait ces arguments-là, les médias britanniques également. Mais 1 ou 2 années plus tard, nous connaissions déjà la vérité. Et ça, c'est l'essentiel pour moi. Donc, la différence essentielle entre ce que M. Quatremer critique et ce que Irina formule comme question. Qu'est-ce qui ne plaît pas? De vivre dans une démocratie libérale au sein de laquelle les gens mentent, commettent des crimes parfois. Donc, les médias agissent donc en harmonie avec le pouvoir, mais à un moment donné, vous avez quand même les faits, la réalité qui apparaissent. À quel moment nous serons, par l'intermédiaire des médias russiesques, ce que fait exactement leur gouvernement? Je peux donner aussi d'autres exemples pour ne pas nous focaliser uniquement sur la Russie. Je parle des régimes autoritaires. Donc, si ces sociétés-là continuent à représenter des régimes autoritaires, on ne saura jamais rien. Alors, je voudrais poser la question suivante. Si StopFake, effectivement, fait des investigations approfondies sur donc les narratifs russes qui relèvent de leur propagande. Donc, en fait, là, on se pose la question du double poids, double mesure de l'Europe, des États-Unis.
est-ce que cela se transforme donc en trame principale donc de la narration russe? Olga, peut-être vous? Permettez-moi de présenter les choses du point de vue ukrainien. Bien sûr, chaque État a son ordre du jour. C'est la raison pour laquelle, chez nous, à StopFake, nous ne sommes pas financés par l'État ou par des institutions financières, par des hommes d'affaires ou des oligarques. Donc, en fait, nous essayons de rechercher la vérité. Donc, permettez-moi de dire, donc de mettre en avant donc une caractéristique de la propagande russe. En fait, c'est que diriez-vous de telle ou telle chose? Quand il s'agit effectivement de reconnaître les crimes russes en Ukraine, ou bien on pose la question de savoir ce qui se passe aux États-Unis, que dire de l'Hiroshima par exemple dans le contexte américain, ou que dire de l'Irak. Oui, le mal universel, ça existe lorsqu'il y a des enfants qui meurent. Oui, lorsqu'il y a des enfants qui meurent, ça, c'est le mal. Lorsque un État attaque un autre pays indépendant, c'est un mal. Donc là, il n'y a pas lieu de procéder à des interprétations. Est-ce qu'il y a des justifications? Je ne sais pas, mais quand il y a des faits solides, irréfutables, là, on peut parler d'un mal universel. Donc le génocide est un mal. Les bombes donc jetées sur Hiroshima représentent un mal universel. Et donc, je voudrais vous rappeler quelque chose d'autre qui est important concernant donc le discours. Chez nous, à StopFake, depuis 8 ans déjà, donc en fait, nous avons repéré 6000 fakes sur l'Ukraine. Donc il ne s'agit pas d'interprétation, mais donc en fait, on utilise nos méthodologies statistiques de recherche de la vérité. Et donc effectivement, nous essayons d'étudier donc la narration, le discours qui sous-tend les fausses nouvelles. Par exemple, en Ukraine, l'État nazi, fasciste, qui est contrôlé par l'OTAN. Donc c'est vraiment un trou noir où il n'y a aucun espoir. Et après l'invasion, toutes ces fausses nouvelles se sont transformées tout simplement en propagande militaire typique, ce que nous avons pu voir au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est ce qui nous a été enseigné. Et donc, cette propagande militaire, elle est soumise aux objectifs militaires. Et vous avez différents publics, donc les militaires russes, les citoyens russes. La propagande, elle vise à obtenir donc du soutien pour la guerre. Donc il faut que ces gens-là, il faut qu'ils soient prêts à sacrifier leur vie pour atteindre cet objectif. Et donc cette guerre est présentée non pas comme une guerre contre l'Ukraine, mais contre le grand mal, l'OTAN et l'Union européenne, et l'Occident d'une manière générale. Les autres publics, ce sont donc les militaires ukrainiens et les citoyens ukrainiens, où l'objectif est inversé. Donc en fait, c'est d'ébranler donc les fondements de leur État, donc d'ébranler leur capacité de se défendre et de capituler. Et donc l'idée, effectivement, c'est de créer la panique. La panique concernant donc le manque d'électricité, les bombardements de certaines régions, un certain nombre de problèmes liés au financement. Donc l'idée, c'est que la société ukrainienne vive dans la panique en permanence et qu'elle demande donc au gouvernement ukrainien de capituler et d'accepter donc les conditions.
imposée. Donc là, la propagande est évidemment soutenue par les actions militaires. Par exemple, le bombardement de cibles civiles. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de créer chez nous un sentiment permanent de panique. Et vous avez un troisième type de public, le public occidental, où l'objectif est de faire renoncer donc, le public occidental à l'intervention en Ukraine. Et donc, le message en direction donc, du public étranger, c'est le suivant. L'Ukraine, elle commet les mêmes crimes. Donc, en fait, c'est une mise en scène. Donc, les crimes qui ont été attribués à la Russie représentent donc des mises en scène. Et respectivement, la propagande russe présente les faits ukrainiens comme quelque chose qui est mis en scène. Donc, c'est très important que les journalistes comprennent que les différents pays ont leur propre ordre du jour, y compris en temps de guerre. Et donc, en temps de guerre, les journalistes deviennent un outil qui permet donc de promouvoir cet ordre du jour. Certes, ce n'est pas professionnel. C'est pas très professionnel, effectivement, d'adopter cette attitude et donc de contribuer à ce récit. Il s'agit donc de comprendre l'ensemble des narratifs existants. Mais donc, il faut essayer de comprendre le milieu dans lequel se passent les choses et de voir quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Apparemment, la guerre modifie aussi bien les règles selon lesquelles agissent les journalistes. Vous avez mentionné donc cet effet 11 septembre 2011 et le fait que les journalistes aux États-Unis, ils ont pris parti. Et c'est ce qui explique ce que Jean Quatremer évoquait tout à l'heure. Donc, ma question est la suivante. On est dans quelle situation aujourd'hui au sein de l'Union européenne? La guerre de la Russie contre l'Ukraine, est-ce une guerre contre l'Europe? Comment est-ce que vous l'entendez, vous? Parce que hier, le Parlement européen a voté une résolution concernant donc, la nécessité donc, de reconnaître la Russie comme un pays qui finance le terrorisme. La désinformation représente également une forme de guerre. Si nous sommes donc en situation de guerre, et effectivement, si on mène la guerre contre les valeurs européennes et les valeurs de la démocratie libérale, alors Jean Quatremer, dans quelle situation sommes-nous? Si nous sommes en guerre, il y a qui compte. Nous sommes en guerre. Point. Les démocraties, même en période de guerre, en 14-18 par exemple, la France est restée une démocratie jusqu'au bout, avec des gouvernements qui sont tombés, mais il y avait un contrôle total de l'information. Il y avait un contrôle total de l'information. La guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus de médias indépendants. C'est ça la réalité. Attention, il faut bien avoir conscience de ce qu'on dit quand on dit qu'on bascule dans un état de guerre. Nous sommes dans un état de guerre de facto, mais pour l'instant, on arrive encore à peu près à faire notre travail. Si on devient co-belligérant de l'Ukraine, ça veut dire qu'il y aura un contrôle des médias. C'est aussi simple que ça. Il y aura un contrôle des médias. C'est intéressant, votre question, parce que je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur une affaire qui n'est pas liée à l'Ukraine, mais qu'on a tous connue, qui est le Covid. En France, le président de la République a présenté le Covid et le fait qu'il fallait lutter contre le Covid, qui allait tous nous faire mourir, comme étant une guerre. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une guerre en France, hein. Les médias ont arrêté de faire leur travail. C'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, journalistes, collectivement, nous avons arrêté de réfléchir. On a débranché le cerveau journalistique. Moi, je suis juriste. Hein, j'ai été avocat avant de devenir journaliste.
Et au moment où le président de la République annonce un soir à la télévision qu'on va tous être confinés chez nous à partir du lendemain, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est un coup d'État. Sur quelle base légale ce monsieur décide que je ne vais pas pouvoir sortir de chez moi, aller travailler, etc. Sur quelle est la base légale? Et donc je me dis, tous les journalistes, évidemment, vont avoir ce réflexe de dire, mais attendez, c'est quoi? C'est un coup d'État, ça. On peut pas. Même, je suis pas sûr même que les nazis aient réussi à faire ça pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Première question juridique, hein, au niveau des libertés publiques. Est-ce que nous sommes encore en démocratie ou en dictature? Et le lendemain, je lis fébrilement les journaux français. Personne ne pose la question. Il n'y a pas un journaliste qui a posé la question. Parce que nous sommes en guerre. Et donc, puisque nous sommes en guerre, tout est permis. L'état de droit ne s'applique plus. Très dangereux de dire que nous sommes en guerre à l'égard de la Russie. C'est extrêmement dangereux pour nos libertés. Moi, ensuite, pendant les 2 ans de Covid, je ne me suis pas prononcé sur le côté scientifique. Ce n'est pas ma spécialité. Mais je me suis battu pour les libertés publiques. Mais j'étais le seul à me battre pour les libertés publiques, pour l'état de droit. Parce que tous mes collègues, eux, ils étaient en guerre. Et ils disaient, mais Jean, arrête, c'est justifié, c'est nécessaire pour sauver des vies. C'est normal que l'État français adopte une loi pour savoir si à Noël, nous allons pouvoir, nous les Français, acheter un arbre de Noël. Je ne plaisante pas, il y a eu un décret du gouvernement français pour nous autoriser à aller acheter un arbre de Noël. C'était une folie totale. Pendant 2 ans, nous avons été dans un état de folie collective. Et je rebondis sur votre question. Vous dites, les journalistes, 2 ans après les attentats de 2001, ont fait leur travail et ont montré que les armes de destruction massive n'existaient pas. Mais nous ne sommes pas des historiens, chère madame. Nous sommes des journalistes. Moi, quand un homme politique me dit « c'est la vérité », je me dis « oh là, là, il y a un mensonge ». C'est ma fonction. Je ne vous crois pas, vous les politiques. Vous êtes des menteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un type me dit, je fais faire ça, je me dis, ah ben il va faire le contraire. Voilà, c'est mon métier de journaliste. Je ne suis pas là, je ne suis pas un communicant, je suis un journaliste. Et le problème de mes amis journalistes américains, c'est que pendant 2 ans, ou les journalistes français pendant le Covid, ils ont été des communicants. Nous sommes des communicants dans ce cas-là. Nous ne sommes plus des journalistes. Et parce que c'est un métier, je vous assure. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Je crois qu'il y a la question de la formation des journalistes, qui est le point de départ. C'est que pour être capable d'exercer son esprit critique, c'est pas donné à tout le monde. Il faut faire des études. Il faut connaître la matière dont on parle. Moi, j'ai fait 10 ans de droit avant de devenir journaliste. Donc, je suis plutôt bon dans les questions juridiques. Je ne suis pas bon dans les questions scientifiques. Je suis un fou d'histoire militaire, donc ça va, je commence à toucher, un peu à comprendre ce qui se passe sur le terrain militaire, etc. Mais parce que j'ai une longue histoire derrière moi. Mais quand vous prenez des gens qui sortent de sciences politiques en France, qui ne savent rien à rien, mais ils croient tout savoir. Nous, en France, on est des spécialistes mondiaux, des gens qui savent tout en n'ayant rien étudié. Donc, c'est notre spécialiste, une spécialité française. Ils font ensuite une école de journalisme où ils apprennent à écrire avec de jolies phrases. Et du jour au lendemain, ces mêmes journalistes-là, ils vont m'expliquer ce qu'est l'état de droit, la tactique de l'armée ukrainienne, la situation à Malte, la situation à Singapour, etc., même souvent sans y mettre les pieds. Il y a un problème fondamental dans notre formation. Je suis désolé. Moi, je reviens toujours à ce point de départ, qui est pourquoi les fake news progressent? Parce que nous ne faisons pas notre travail. Parce que nous avons couvert des mensonges avec les meilleures intentions du monde. Mais ce qui pousse les citoyens à aller chercher l'information ailleurs. Alors, il y a l'effet réseaux sociaux. On n'en a pas parlé, mais je voudrais juste terminer là-dessus, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est fantastique. Parce qu'en réalité, c'est un immense café du commerce planétaire. Avant, vous savez, quand vous alliez au café, vous avez aussi la culture du café en Bulgarie,
il y a toujours un type qui est ivre-mort à 10 h le matin et qui vous explique « Ouais, c'est un complot juif, ils sont partout, George Soros, c'est lui qui dirige le monde, etc. » Vous l'écoutez 30 secondes, puis si vous n'avez pas envie d'entendre, vous sortez et il continue toute la journée à dire ces conneries. Voilà. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ces crétins du café du commerce, ils sont partout. Et ils parlent au même niveau que moi, que le président de la République française, que le président Zelensky, que n'importe qui, un prix Nobel de physique. Moi, j'ai vu des gens contester un prix Nobel de physique sur des questions de physique. Tout le monde se sent l'égal de tout le monde. Moi, je suis un boomer, un ancien, donc moi, je considère que quelqu'un, quand un professeur me dit quelque chose, j'écoute, a priori. Je me dis, il doit mieux savoir que moi, et après, je vérifie. Mais là, sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'impression d'être l'égal de l'autre. Moi, je ne suis pas l'égal d'un prix Nobel de physique, je ne suis pas l'égal du président de la République, je ne suis pas l'égal. Voilà, je suis dans mon rôle. Mais vous voyez des gens qui sont souvent des petits employés et qui sont là, qui vont contester des gens qui savent. Et moi, je suis sidéré. Je suis pour la démocratie, pour le débat. Mais ils ne posent pas des questions. Moi, je pose des questions. Je dis, par exemple, sur la Bulgarie, je ne vais pas dire, moi, je connais la Bulgarie, madame. J'ai été 3 fois en Bulgarie, donc je ne vais pas dire, je connais la Bulgarie mieux que vous. Sur les réseaux sociaux, vous aurez toujours un imbécile qui va vous expliquer à vous, Bulgares, journalistes bulgares, ce qu'est la politique bulgare. Toujours. Un Français qui va vous expliquer ça. Donc, là, il y a le problème fondamental des réseaux sociaux, qui est cette espèce de faux égalitarisme qui permet à la fausse nouvelle, au mensonge, de se répandre très efficacement. Plus efficacement qu'auparavant avec le café du commerce, où on pouvait claquer la porte et on n'entendait plus les gens. Аз мисля, че много благодаря. Аз мисля, че всички сме съгласни. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous d'accord avec le fait que les médias sociaux changent les règles du jeu réellement et que si le réflexe journalistique ma question sur ce réflexe de journaliste, nous avons reçu une bonne réponse de la part de Jean Quatremer. Oui, le journaliste, c'est celui qui pose les questions délicates, les questions épineuses. Et lui n'est pas le mégaphone du gouvernement, de son gouvernement. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Mais encore une dernière question aux 3 intervenants pour vous faire revenir au point de débat. Donc, si maintenant, au niveau supranational, au niveau européen, de la Commission européenne émane un projet de loi par rapport à l'indépendance rédactionnelle de la pression politique, c'est-à-dire que les médias pourront former et préparer leurs journalistes à ne pas se faire le mégaphone de leur gouvernement et des partis politiques au pouvoir dans leur pays. Quelle est votre position par rapport à ça? L'Ukraine veut faire partie de l'Union européenne. L'Union européenne lui a tendu la main dans ce rêve. Et ça a commencé au début de la guerre en Ukraine. Alors, comment vous voyez une telle proposition de loi? Croyez-vous que l'Europe peut garantir la liberté d'expression, la liberté des médias en général? Je peux citer Churchill qui disait que la démocratie, c'est la moins bonne méthode de gestion, de gouvernance, mais on n'a pas encore inventé de meilleure manière de gouverner les populations. Donc, la question clé, c'est il s'agit d'une guerre et d'une question de valeurs européennes. Il s'agit d'une guerre entre la démocratie et l'autocratie et non pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, il s'agit d'une épreuve grave. Est-il possible de défendre la démocratie? Voilà, c'est une sorte d'épreuve que nous devons passer. La démocratie peut-elle être défendue?
Il serait erroné de dire que c'est un conflit qui ne concerne que l'Ukraine, parce qu'avant ça, il y avait aussi beaucoup d'autres cas dans lesquels la Russie faisait comme ça en Tchétchénie, en Géorgie, en Moldavie, en Ukraine de l'Est, en Syrie, etc. Donc, personne ne l'a puni pour ça. Et quand le mal n'est pas puni, il se multiplie et se reproduit. Et la Russie ne s'arrêtera pas à la frontière de l'Ukraine. Si l'Occident, notamment, lui permet ça. De continuer de cette manière. Donc, il s'agit en fait de sécurité pour tout le monde. Si l'Ukraine, en vertu du pacte de Varsovie, devait refuser à ses armes nucléaires, elle devait aussi avoir des garanties pour sa sécurité. Mais la réalité était différente. La Russie a envahi l'Ukraine et les États européens, l'Occident, vous êtes derrière l'Ukraine puisqu'il s'agit d'une défense, mais aussi de la défense de la démocratie. Donc, les journalistes font partie du processus. J'espère avoir répondu à votre question. Pour moi, le sens, la raison d'être d'une telle législation réside plutôt dans l'accent rénové, la pression pour une européisation plutôt que pour des mesures graves qui devraient être prises. Si on parle du gouvernement bulgare qui, depuis notre adhésion à l'Union européenne, préfère de se dissimuler, préfère rester caché un peu, rester dans le coin, recevoir les fonds européens et ne pas dire, ne pas s'exprimer beaucoup trop. Donc, chaque tentative d'entrer dans les processus de prise de décision, j'apporte mon soutien à ça, y compris quand il s'agit d'un conseil consultatif. Ça veut dire qu'il y aura des représentants bulgares qui vont prendre part à ces débats et ça aura un effet très favorable. Donc, pour dire à M. Quatremer que nous ne sommes pas historiens, dans beaucoup de cas, les journalistes, nous sommes dans le rôle d'historiens, surtout quand nous parlons de thèmes difficiles liés à l'investigation, à la recherche de faits qui ont été cachés, qui n'existent pas. Par exemple, pour le Covid, même la science n'avait pas encore les faits sur le Covid. La science donnait à chaque moment de nouveaux faits et donc, mais elle est présentée pour le public, mais le public pouvait dire voilà, ça peut changer d'un moment à l'autre. Pour les journalistes, ils leur mettent des années pour avoir des faits. Et donc, il arrive que ceux contre lesquels ces faits témoignaient, en fait, ils ne sont plus au pouvoir. Donc, il y aura un accès de plus en plus difficile à l'information et aux faits. Merci pour votre attention. Monsieur Quatremer, si les pouvoirs mentent, si les journalistes, si une partie des journalistes se fait la courroie de transmission du pouvoir, est-il possible qu'au niveau supranational, au niveau européen, on donne des garanties légales pour une indépendance rédactionnelle, pour l'impossibilité d'une mise à l'écoute des journalistes, etc., pour la pression politique? Parce qu'on avait l'air de présenter ce projet de législation comme étant quasiment acquis. Je peux vous dire que ça n'est pas le cas. Qui s'oppose principalement à ce projet sur le média, le freedom media, comment ils appellent ça? Свободата на медиите, да, медиа. Ouais, c'est ça, Media Freedom. Европейски съвет. Parce
À Bruxelles, on ne parle plus qu'en anglais depuis que les Anglais sont partis. C'est amusant. Et donc, ce projet de législation, c'est un projet qui a été présenté très courageusement d'ailleurs, notamment par la commissaire Jourova. Il doit être discuté par les États membres. Et quel est le pays qui s'oppose le plus à ce projet de législation? Une horrible dictature? La Russie? Non, c'est l'Allemagne. Amusant, non? La démocratie modèle. Pourquoi l'Allemagne? Parce que vous avez le plus grand groupe allemand de médias qui s'appelle Bertelsmann, qui a dit pas question de que ce projet-là vienne perturber la façon dont on dirige nos journaux, parce qu'on veut pouvoir donner des ordres aux journalistes, des ordres directs. Donc l'indépendance des journalistes à l'égard de leur direction, no way, ça ne verra jamais le jour. C'est très intéressant, vous voyez. C'est pour vous montrer que le discours démocratique est une chose, la réalité capitalistique en est une autre. Donc, on verra, ça serait une bonne nouvelle que ça passe. Tant mieux si ça passe. Et moi, je salue, de ce point de vue-là, pourtant je suis assez critique de la Commission, le courage de la Commission d'aller à la bataille face aux géants allemands. Bravo. Mais derrière, côté français, c'est pareil. Vous pensez que Bolloré et tous ces gens-là ont envie que leur rédaction soit indépendante d'eux. Celui qui paye veut diriger. Le problème fondamental des médias, c'est quoi? C'est leur indépendance capitalistique. C'est le fait qu'ils soient capables de survivre seuls, sans un mécène, sans un oligarque. Parce qu'il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a des oligarques. Nous avons nos propres oligarques en France, en Allemagne et ailleurs. Donc le vrai problème, et ça, on revient au point de départ. Pourquoi est-ce que les citoyens se méfient des médias et vont chercher l'information ailleurs? À cause de ces oligarques que nous avons tous dans nos pays et qui dirigent nos médias. Parce que là, ils disent clairement ce qu'ils sont quand ils s'opposent à la Commission européenne qui dit je vais donner l'indépendance aux rédactions. Et aussitôt, vous avez les oligarques qui disent non. Donc moi, je suis citoyen, je me dis donc, je ne peux pas croire les médias, puisque les oligarques veulent diriger les médias directement. C'est amusant, vous voyez. Et encore une fois, ça vient d'une des plus belles démocraties européennes, qui est la démocratie allemande. Hein. Franchement, moi j'ai beaucoup d'admiration, parce que moi je viens d'un régime mi-démocratique, mi-autoritaire, qui est la Ve République française. On est entre les deux. L'ambassadeur n'approuvera pas, mais en tous les cas, on est entre les deux. Mais l'Allemagne, c'est une magnifique démocratie. Voilà. Donc, je dis oui, on peut espérer que le niveau supranational nous offre une protection, mais je pense que ça ne verra pas le jour parce que les intérêts capitalistiques s'opposeront à cette indépendance journalistique dont nous rêvons tous. Въпроси. Първо беше тук, след това сте... Les questions. D'abord vous. Bonjour, Vesela Sergieva, correspondante de l'agence France Presse. Le débat est extrêmement intéressant. Vous avez tous raison, mais vous mettez l'accent en fonction du milieu dans lequel vous travaillez. Parce que, par exemple, je suis un peu entre Ralita et Jean en tant que correspondante de l'agence France Presse en Bulgarie, parce que je suis dans le média bulgare. Mon travail, c'est de vérifier que quelqu'un n'écrive une folie qui, avec le réseau mondial, va aller ailleurs, partout dans le monde. Donc, la vérification du journaliste, qui n'est pas exactement un fact-checker, c'est absolument nécessaire. Ce qu'a dit Ralita, je suis tout à fait d'accord. Elle parle d'un milieu médiatique tout à fait différent par rapport à ce qu'a dit Jean. Ici, en Bulgarie, nous avons encore beaucoup de choses qui doivent changer.
en plus de ce qui a été dit, je voudrais souligner, nous sommes tous des journalistes ici, le choix d'intervenants. Quand j'écoute du matin au soir et que je regarde le soir les télévisions françaises, mon Dieu, il y a beaucoup de différences, sans idéaliser, mais dans les télévisions françaises, ce que je regarde, on a choisi des intervenants qui ont leur mot à dire parce qu'ils sont des spécialistes dans leur domaine. Et c'est là le rôle du journaliste qui les a choisis. Bien sûr, dans les médias bulgares, on fait le choix dans beaucoup de cas, des intervenants adaptés, mais pas toujours. Très souvent, des politologues, des analystes sont choisis, mais ils sont proches de tel ou tel parti. Oui, il a droit de s'exprimer, mais le journaliste doit dire il a tel ou tel intérêt. Pour les finances, nous écoutons quelqu'un qui manipule parce qu'il a des intérêts. Mon Dieu, celui qui l'a invité doit expliquer. Voilà, c'est ça le rôle. Et c'est la chose clé dans laquelle nous devons avancer en Bulgarie pour qu'on puisse mieux s'orienter. Parce que nous, les journalistes, nous perdons notre temps, perdons entre guillemets, bien sûr, pour vérifier les faits. Mais pour le citoyen lambda qui veut regarder telle ou telle émission, il n'a pas le temps et c'est pas son boulot. Au début, on a évoqué le fait que est-ce que le fact-checker est un journaliste? Je voudrais vous dire comment on a inventé ça. L'agence France Presse, vous savez très bien, a un réseau international de bureaux de correspondants et nous transmettons surtout des faits pour que les médias puissent les interpréter ensuite. Là-bas, donc, bien sûr, nous vérifions toujours parce que ce que nous pouvons mettre peut être extrêmement nocif et qui va nuire beaucoup à l'image de l'AFP. Plus importante est l'image d'une agence de presse, plus elle tient cette image et plus elle doit vérifier chaque fait. Et donc, l'expérience de l'AFP est extrêmement importante. Mais c'est là, avez-vous une question ou vous voulez juste continuer? Juste, je vais dire sur le fact-checking, nous avons un réseau différent de vérification des faits. Et ça concerne notamment les réseaux sociaux parce que là-bas, comme l'a dit Jean, chacun peut dire et écrire ce qu'il veut. Et les gens lui ont confiance. Donc, le problème, ça concerne surtout les réseaux sociaux. Alors, ma question, je l'adresse aux deux dames intervenantes parce qu'elles ont des plateformes de fact-checking. Quand vous vérifiez de manière approfondie et que vous soulignez des arguments pour ou contre quelque chose, croyez-vous que vos arguments arrivent à atteindre ces personnes qui croient les fausses nouvelles? Parce que leur approche de toute façon est superficielle alors que la vôtre est plus approfondie. On va donc prendre toutes les questions et après on va faire les... En français, je suis Radoslav Markov, chercheur à l'Académie de sciences bulgares. J'ai très courte question avec une seule répondre. Première question, c'est qui dit qu'est-ce que vérité et que nous? Qui dit qui est maître de absolue vérité? Nous savons de la Bible que le maître de absolue vérité, c'est seulement Dieu. Pour cette raison, tout le temps, quand quelqu'un me dit seulement je vous dis la vérité, je dis excusez-moi, est-ce que vous avez la note signée par la Dieu que seulement vous êtes maître de absolue vérité? S'il me dit non, je dis merci, vous êtes seulement le maître de 1,5 million de points de vue. À propos de whataboutisme, whataboutisme est basé dans deux sentences très importantes de la Bible. Première, il dit que c'est lui qui est sans péché, jette la première pierre. Et la deuxième, c'est avant de voir la paix dans l'œil d'une autre, voyez le poutre dans le vôtre. Ça veut dire que si quelqu'un il y a, j'ai déjà dit deux questions. La troisième, c'est est-ce que quelqu'un il a je ne sais pas combien de dans la guerre dans l'Europe, pourquoi il peut critiquer une autre qui aussi fait la guerre? Ça veut dire que par ces deux citats du Bible,
c'est seulement peut-être, je sais pas, Monaco ou Andorre qui ne participent pas à aucune guerre et on peut critiquer la Russie. Les autres qui participaient de la je ne sais pas combien de guerres, par cette Bible, on n'a pas droit de critiquer. Ça veut dire, encore une fois pour les terminer. Моля ви да приключите с въпрос. Oui, avant de voir le pays dans l'heure d'une autre, voyez le poutre dans les autres. Si vous ne faites pas, je suis désolé, vous ne pouvez pas critiquer les autres qui font la même chose que vous faites. Добре, Merci. има много цитати в Библията. Много ви благодаря за избора да посочите тези. Реален въпрос. Заповядайте, ако имате. Bonjour, Nikolai Nikolov. Et ce que j'ai entendu dans cette salle, je suis complètement sidérée. Pour moi, c'est la fin de l'Europe. Je suis celui... vous luttez contre la désinformation. Les fact-checkers, vous m'avez appelé terroriste. Je pense que vous m'avez appelé personnellement terroriste. Quand j'ai fermé le centre de vaccination en Varna, quand j'ai dit que les vaccins n'avaient pas les permis d'utilisation, quand vous dites que les masques sont obligatoires et que chacun va être sanctionné. Le tribunal de Sofia, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de sanctions, mais toutes ces sanctions ont échoué. Quand on parle de ce qui se passe en Ukraine, c'est encore pire. Des missiles ukrainiens tombent sur le sol polonais, etc., etc. Ma question est la suivante. Quand est-ce qu'il y aura de la communication ou bien on est juste la courroie de transmission des gouvernements et des États? Donc peut-être que vous tous ici servez ces intérêts parce que vous imposez la censure totale. S'il y a quelqu'un qui n'est pas qui fait partie du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il pourra dire, parce que on a controversé beaucoup. Vous faites partie de quelle organisation? La fraude Covid-19, c'est un groupe qui existe dans les médias sociaux. Vous dites c'est la fin de l'Europe. Maintenant, on va voir comment se présente cette fin de l'Europe. Encore une question? Bonjour, Iva Mikhailova, le vice-responsable de l'ambassade de Malte, mais aussi journaliste. Mes salutations pour cette discussion. Je voudrais revenir au début. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Ralitza Kovacheva quand elle a dit que nous nous demandons encore en Bulgarie quel est le bien et le mal. D'après moi, comme a dit aussi la dame de l'AFP, nous avons droit. Si la démocratie française, c'est une démocratie de longue date, nous, en Bulgarie, nous n'avons pas encore notre diplôme d'études secondaires. Donc, croyez-vous que les médias, en plus d'être les courroies de transmission, doivent également transmettre des valeurs? Comme a dit la dame de l'AFP, les gens sont un peu perdus dans les discussions et les débats. Quand en Bulgarie on mène un débat, c'est toujours pour ou contre quelque chose et le débat est polarisé. Mais il y a des valeurs, comme les valeurs en France, la liberté, l'égalité, le respect des hommes. Et nous devons nous unir autour de ces valeurs parce qu'il y a des pays au monde où tout ça, ce n'est pas une valeur pour ces pays. Mais comme nous avons décidé d'accepter ces valeurs, est-ce que, à votre avis, les valeurs doivent se faire la transmission de ces valeurs? Bon, merci pour ces questions. Nous n'avons plus que 5 minutes pour y répondre. Alors, tout d'abord, en fait, jusqu'où vont donc les vérifications de faits sur les plateformes? Est-ce que, Olga, vous considérez que les récits de désinformation russe
Est-ce que vous avez pu vérifier donc les faits sur lesquels sont fondés ces récits? Malheureusement, donc certaines enquêtes démontrent que le public visé par les fausses nouvelles et par les vérificateurs de faits sont différents. Donc, ils se croisent rarement. Et donc, les fausses nouvelles se répandent beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus approfondie. Donc, elles devancent les vérificateurs de faits. Donc, les vérificateurs, ils savent très bien, ils identifient très bien le besoin. Donc, ils voient qu'il y a quelque chose de pas très vrai et commencent à rechercher la vérité. Et par exemple, sur notre site web, ils peuvent voir un certain nombre de choses. Et donc, en fait, ils nous empruntent les faits et ensuite commencent à les commenter sur les différentes plateformes. Donc, je pense que nous, dans nos travaux, nous expliquons toujours de quelle manière nous avons vérifié l'information et pourquoi nous considérons que cette information est vraie ou fausse. Donc, s'il s'agit donc de faits avérés, ils ne font plus partie donc effectivement de notre panoplie de fausses nouvelles. Donc, la question de savoir comment vérifier les faits, peut-être on l'a déjà évoqué. Nous fonctionnons comme des vérificateurs indépendants. Donc, on travaille dans la branche ukrainienne de Facebook. Et donc, nous pouvons effectivement vérifier si les informations sont fausses. Et je pense que les gens, ils ont le droit de lire ces informations, de les aimer, de ne pas les aimer. Mais ils sont obligés de cliquer encore une fois pour lire la nouvelle. Mais le double clic est nécessaire pour qu'ils puissent effectivement distribuer ce que nous avons mis à leur disposition sous forme de fausses nouvelles. Les personnes les plus vulnérables, comme Vessela l'a relevé, sont les premiers visés. Mais en fait, quel est notre objectif? Nous ne visons pas les personnes qui croient dur comme fer aux théories complotistes. Donc en fait, on vise plutôt les gens qui hésitent, qui ont la raison d'être sceptiques, aussi bien à l'égard donc des médias, des autorités, etc. Donc on essaie de les atteindre. Et ce que nous essayons également de faire, et je me rends compte qu'on fait ça grâce à nos lecteurs qui nous envoient leurs messages. Donc on veut donner à nos lecteurs des arguments quand ils ont des discussions avec d'autres personnes. On veut leur donner les arguments nécessaires basés sur des faits qui leur permettraient effectivement de soutenir leur thèse. Et une chose que je voudrais préciser, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, qui dit la vérité? Quelle est la dernière instance? Ni notre site, ni un autre site homologue qui vérifie les faits. Enfin, aucun de ces sites n'a cette prétention-là. Notre seule prétention, c'est de dire que effectivement les forces, les possibilités dont disposent les journalistes avec toutes les contraintes linguistiques, techniques, etc. Eh bien, nous, en tant qu'êtres humains, nous proposons donc les faits où nous avons pu les faits que nous avons pu vérifier, donc en fait de documents, un certain nombre d'interventions. À partir de là, le mot vérité, on ne l'utilise pas, on ne dit pas ceci est vrai ou pas. Vous savez, et les philosophes vont vous le dire, que la vérité, ça fait l'objet d'une discussion philosophique très complexe. Mais on essaie effectivement de déboucher sur une discussion rationnelle dans laquelle on utilise des arguments et non pas des mensonges et des spéculations. Donc il faut qu'il y ait tout de même une base saine. Ce sont les faits. Réfléchissons sur ces faits. Voyons qui en pense quoi. Alors, en ce qui concerne donc la question du monsieur Nikolov, c'est bien cela, donc du groupe donc le grand mensonge Covid-19.
donc, tout d'abord, je ne l'ai jamais insulté, ça c'est un mensonge, et donc je lui conseille donc de prouver ces accusations. Donc, en fait, mais on peut vérifier de notre côté ce qui s'est passé. Je peux m'auto-vérifier si vous voulez, mais on peut parler de censure quand on parle du travail d'une ONG. Vous savez très bien ce que nous savons. Nous rassemblons les faits et nous les publions sur un site. Nous ne pouvons pas défendre quoi que ce soit, interdire à qui que ce soit d'écrire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de fréquenter tel ou tel groupe. Nous ne pouvons pas influencer donc les autorités publiques en vue de telle ou telle démarche. On ne dit pas à Facebook qui bloquer ou pas. Donc, autant donc de faits inexacts qui sont diffusés au sein de votre groupe. Concernant Iva, on a travaillé ensemble et on se connaît. Peut-être que je vais te surprendre, Iva, je ne pense pas que les médias doivent véhiculer des valeurs. C'est pas leur travail d'inculquer des valeurs aux gens. Il faut tout simplement exprimer la valeur partagée par la société ou les valeurs qui ne sont pas partagées d'ailleurs par la société. Donc, il s'agit de relayer un certain nombre de points de vue avec tous les risques qui accompagnent cette activité. Notre travail, c'est pas de rendre la société plus belle. Il faut la décrire telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses problèmes. Je voudrais tout de même revenir donc à l'autre partie de la question de M. Nikolov du groupe Covid-19 Ukraine 22. Il a dit qu'il est sidéré par ce qu'il a entendu, parce que ça lui fait penser à la fin de l'Europe. Ça fait transparaître la fin de l'Europe. Et comme nous sommes là grâce à l'Institut français de Bulgarie, et c'est grâce à cela que nous pouvons donc bénéficier de la présence de Jean Quatremer, qui fait un livre sur la fin des démocraties libérales. Est-ce que, Jean, vous pouvez nous dire s'il s'agit effectivement de la fin de l'Europe et autres composants de cette question? Est-ce la question sur les intérêts qui sont desservis? Est-ce que vous desservez les intérêts du gouvernement français ou du gouvernement européen, qui n'existe d'ailleurs pas? Sur comment lutter contre les fake news. Je crois qu'il n'y a pas de réponse journalistique à ça, il y a une réponse juridique. Il faut rendre les tuyaux, donc les plateformes informatiques, responsables des contenus qu'elles publient. Si demain Facebook ou Twitter se retrouvent devant un juge parce qu'ils ont diffusé un message antisémite ou un mensonge total, je peux vous assurer qu'ils vont contrôler la diffusion. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, elles fonctionnent comme une chaîne de télévision qui aurait un canal ouvert 24 heures sur 24 et où n'importe qui pourrait venir dire n'importe quoi, tenir des discours haineux, des discours antisémites, des discours racistes, etc. Et le diffuseur, la télévision, dit « je ne suis pas responsable, c'est le citoyen qui est responsable ». Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, en tant que mon journal est responsable de ce que j'écris dans mon journal. Mon journal est responsable juridiquement et d'un point de vue financier de ce qui est publié dans le journal. Il faut faire la même chose avec les plateformes numériques. Et c'est ce qui va être fait, puisqu'il y a un nouveau texte européen qui est entré en vigueur, qui s'appelle le Digital Service Act, DSA, qui rentre en vigueur la semaine dernière. Et je peux vous dire que ça va changer incroyablement la façon dont vont être modérés les contenus des réseaux sociaux. Alors, la fin de l'Europe. Cher monsieur, je suis né l'année où on a signé le traité de Rome. Si je n'ai pas entendu 7897 fois que l'Europe allait mourir, je crois que je ne l'ai jamais entendu une fois. Tous les jours, on m'annonce la fin de l'Union européenne. L'Europe, vous savez, elle survivra parce que c'est de l'intérêt commun de tous les États européens qu'elle survive. Une autre question, c'est celle de quelle Europe va survivre? Quelle Europe on va avoir à faire? Ça, c'est une vraie question.
Et ça rejoint la question des valeurs. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les néo-nazis suédois, l'extrême droite française, l'extrême droite italienne, l'extrême droite espagnole, aujourd'hui ne veulent plus sortir de l'Europe. Aujourd'hui, ils ne veulent plus sortir de l'euro parce que c'est très confortable. Ça nous offre une protection. Ça permet à la Bulgarie de toucher l'argent des Français et des Allemands. C'est quand même pratique, hein, c'est sympathique de recevoir comme ça des sommes d'argent monumentales qui arrivent de l'étranger. Hein. Franchement, nous, on aimerait bien que les Américains nous versent chaque année 4% de notre produit intérieur brut pour nous venir en aide, pour nous réarmer, etc., etc. Mais l'Europe, pourquoi ils ne veulent plus en sortir? Parce que c'est confortable. Mais ils veulent une Europe totalement différente sur le plan des valeurs. On peut très bien avoir une Europe illibérale. On peut très bien avoir une Europe autoritaire. On peut très bien avoir une Europe avec des valeurs qui ne sont pas du tout ces valeurs actuelles. Les valeurs actuelles de l'Europe, c'est quoi? C'est la tolérance, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est le refus des discriminations à l'égard des ethnies minoritaires, des orientations sexuelles minoritaires ou pas, d'ailleurs, on n'en sait trop rien. Mais bref, en tous les cas, c'est ça l'Europe. C'est des valeurs de tolérance, de débat, de démocratie. Mais on pourrait très bien avoir une Europe autoritaire, raciste, fasciste. C'est tout à fait possible que ça soit comme ça. Et le but aujourd'hui de tous les grands partis populistes européens, c'est de transformer l'Europe de l'intérieur pour en faire quelque chose qui ressemblerait plus au modèle qu'ils veulent promouvoir. Voilà. Donc l'Europe, non, elle n'est pas en crise, elle ne va pas mourir, elle survivra très bien, mais l'enjeu et toute la bataille du futur, elle est là, c'est quelle Europe va survivre, quelle Europe on va avoir dans les 30 ans qui viennent. Ами, може би тук да сложим точката. Peut-être c'est là où l'on peut mettre donc un point final à notre débat. Quelle Europe, dans quel type d'Europe nous souhaiterions vivre, donc une Europe qui respecte donc la dignité humaine de tout être humain, qui défend les droits de chaque humain, y compris tous des personnes qui ne sont pas d'accord avec quelque chose. Donc c'est ça le grand enjeu. Et quand on sait que les régimes démocratiques peuvent exister uniquement grâce donc aux médias libres, c'est la raison pour laquelle donc nous avons mené ce débat aujourd'hui. Il y a plein de défis devant nous aujourd'hui. Il y a plein de dangers auxquels nous sommes exposés. Et qui parsèment donc l'exercice libre du métier de journaliste. Et effectivement, ce serait peut-être ça le point final, donc un journalisme et des journalistes qui ne sont tout simplement donc le porte-parole de tel ou tel gouvernement. Merci beaucoup pour votre participation à ce débat. Jean Quatremer, Alica Kovačeva et Olga Yurkova, qui vient de Stop Fake en Ukraine. Et j'espère qu'à l'avenir, que dans un avenir très proche, on pourra dépasser effectivement cet horizon de cette guerre horrible qui est en cours actuellement.